Gare du Nord, 9 h du matin. Un week-end tout à fait normal, sauf que regardez bien derrière moi, et oui, côtoyant l'attraction électrique, les Eurostars et les Thalys, et oui, rouge et crème, un autorail, et pas n'importe lequel, quelque chose d'emblématique dans l'histoire du chemin de fer, le fameux Picasso. Il s'agit donc d'un train spécial affrété par Alain Prat. Alain Prat, vous le savez, c'est le grand maquettiste de la SNCF. Et nous allons, dans ce DVD, vous faire vivre à bord d'un Picasso. Et croyez-moi, c'est quelque chose. « 7 h du matin, dépôt de la Chapelle. Le calme d'un dimanche matin. En fait, seule activité, le pont transbordeur qui va sortir le Picasso de sa torpeur. Marc Brevillot est le conducteur titulaire. En fait, aujourd'hui il ne travaille pas. C'est un bénévole. Avant la mise en route, c'est la visite technique. Alors maintenant, les différents niveaux d'huile, le compresseur déjà, qui fournit l'air comprimé. Alors, maintenant, le niveau d'huile du carter moteur. Tout va bien. Tout va bien. Il est entre une Mini et le Maxi. Tout va bien. Alors là, maintenant, on va manœuvrer les filtres à peigne. Ce sont les filtres à huile qui récupère les plus grosses impuretés dans l'huile. Voilà, c'est bon, 2 à 3 tours. Alors, pour terminer, le contrôle de niveau d'huile de la pompe à injection qui est dans le V du moteur. Toujours pareil, une petite jauge. Voilà, c'est tout bon. Je contrôle à nouveau. Allez, c'est bon. C'est une visite qu'on doit faire avant départ à chaque fois. Déjà, on a préparé la veille, on a fait tous les contrôles voulus la veille, mais tous les matins, on fait quand même la visite avant le départ. Oui, oui. Vérifier que tout soit prêt, tout soit en ordre. Côté conduite, le Picasso, c'est un camion sur rail. Petite leçon de conduite par Marc. C'est un engin qu'on conduit, on le sent, on l'écoute, on sent les vibrations, on a le contour. Quand on a l'habitude, on n'est pas obligé de débrayer entre les rapports, on arrive à les passer au contour comme avec les vieilles voitures. Sur la partie basse, ici, vous voyez les principaux organes. De gauche à droite, l'inverseur de marche qui est là, puisque l'autorail se déplace dans les deux sens. Donc quand on dégoupille, on peut choisir un sens de marche en avant comme ça et en arrière. Ici, cette grosse pédale qui est devant moi, c'est la pédale d'embrayage, puisque ce véhicule a une transmission mécanique, se conduit en gros comme un camion. Donc ici, on reconnaît un gros levier de vitesse avec une boîte à 4 rapports. On commande directement la boîte par une tringlerie métallique. Ici, on a donc la pédale d'embrayage et de débrayage. Là, on ne commande pas directement, il y a une assistance pneumatique parce qu'il faudrait vraiment exercer un effort beaucoup trop important si on n'avait pas l'assistance pneumatique. Voilà les principaux organes qui sont en bas. Après, en s'élevant, on retrouve ici
tout l'ensemble frein, toute la tuyauterie du freinage à air comprimé classique avec son robinet à commande manuelle. Et l'organe qui est là, c'est l'accélérateur. Sur un train, on n'accélère jamais avec les pieds. C'est une commande toute simple où, avec cette commande d'accélérateur, on tire directement sur la crémaillère des pompes d'injection. C'est quelque chose de très fiable, très simple avec un câble. Puis alors, il y a plein d'autres détails. Par exemple, vous avez des chaufferettes, des chauffages, comme dans un camion. Comme dans un camion, là on a un chauffage type chauffage central de maison avec sa vanne. Et puis ici on a la chaufferette pour les pieds aussi avec sa petite vanne individuelle. Oui, on retrouve le levier de vitesse avec la grosse boule type camion des années 40-50. Hein. Tout ça c'est contemporain. On retrouve un volant. Ici c'est le volant du frein à vis qui est inusable, increvable. Retour gare du Nord. Une ambiance typiquement ferroviaire. Ils sont là, une soixantaine de mordus du Picasso, pour une balade au Tréport. Ambiance bon enfant, sous l'œil d'Alain Prat, transformé en hôtesse d'accueil. Chacun y va de son commentaire, de son point de vue technique. Au moins, avec le Picasso, tout est simple, tout est transparent. Même le compartiment moteur où le V12 montre ses dessous. Mais SNCF oblige, on se doit de respecter le règlement et de faire l'heure. Et c'est le bruit caractéristique, inoubliable, le ronflement grave du V12. On en redemande. Et tout de suite, on mesure l'avantage du Picasso. Le voyageur, à l'avant, est à la place du conducteur. Sorti de la gare du Nord, comme jamais vous ne l'aviez vu. Paris-Le Tréport, c'est 3 heures au rythme d'un Picasso, avec ses changements de vitesse et surtout le ronflement du moteur. C'est l'occasion de faire connaissance, de faire des connaissances, comme celle inoubliable de Georges Palais, à qui on doit la rame du record du monde du TGV. Georges Palais, pourquoi cette passion pour un vieux Picasso quand on a été l'un des artisans du record du monde du TGV? Oh, pourquoi? Parce que le monde ferroviaire est une grande famille, donc il n'y a pas de distinction à faire entre l'autorail Picasso et la rame du record du monde. C'est toujours la même ambiance à bord et c'est toujours l'esprit ferroviaire qui prédomine. C'est l'amitié, c'est le panier repas. Hein, et vous avez remarqué, tout le monde mange bien. C'est le bonheur, quoi, c'est la détente. Et là, on est une soixantaine. Il y a une bonne douzaine d'amateurs. Nous avons invité des amis et on partage du saucisson, de la rillette, du fromage, des bons mots, des plaisanteries, de la bonne humeur. Voilà. Mais je pense que le patrimoine, c'est des choses élargies. Il faut élargir à d'autres choses. Et ce train en est un exemple, puisque ça nous permet de comprendre comment on voyageait, ça nous permet d'appréhender un lieu, une façon de voyager, des espaces, des échelles d'espace. Ça nous permet de regarder la technologie, ça nous permet de regarder les matériaux, le design. C'est beaucoup plus large que ça. C'est quelque chose qui a été très moderne dans son temps. Et ça, je trouve ça absolument formidable. Et il faut que les gens comprennent qu'un train et un objet de cette qualité, c'est un maillon pour comprendre où nous en sommes. Voilà. Et chacun, durant le voyage, y va de son passage en poste de conduite.
c'est à qui veut tenir le manche. C'est bien connu, les voyages ouvrent l'appétit. Et à bord, tout est prévu. Mais moi je suis dit, mais juste après. Ça mettra à vapeur à la limite de charbon. Ah oui, saucisson, non. On va même retirer la peau de manière manuelle. Belle promenade dans la campagne normande. Et 3 heures plus tard, c'est l'arrivée au Tréport. Petit tour du propriétaire, on profite d'une halte au Tréport. Vous entendez d'ailleurs le bruit des mouettes. Donc, le Picasso, ça a été la grande révolution dans le domaine du autorail dans les années 50. Pourquoi ? Parce qu'en 1950, lorsque la SNCF, qui se remettait de ses dégâts dus à la guerre, a fait le tour du propriétaire, on a découvert qu'il y avait 60 types d'autorails différents. D'où, disons, des problèmes de maintenance, de technique insolubles. Et là a germé dans l'idée de la direction des matériels de l'époque de faire un autorail de 2e génération, un autorail simple, l'équivalent un peu du GMC, un camion sur route, facile à entretenir, capable de rouler sur des voies qu'on appelle faiblement armées, c'est-à-dire capable de supporter des gauchissements des rails, autrement dit avec une suspension très simple. Et voilà ce que ça a donné. Ça a donné naissance à ce que l'on a appelé le Picasso. L'X3800. Pourquoi Picasso? Eh bien, vous le voyez, en raison de sa cabine de conduite surélevée, de son kiosque, comme on l'appelle, non pas dans l'axe comme les Renault Aoka, mais légèrement décentré, qui permettait donc, avec un seul poste de pilotage, de pouvoir aller facilement dans les deux sens. Alors, l'avantage du Picasso, ça a été également, regardez, le moteur à l'avant, mais un compartiment moteur qui était visible, et ce qui était, disons, la grande joie des amateurs de technique de l'époque. Un gros diesel, 300-320 chevaux, 2 fournisseurs, Renault et Sulzer, et vous voyez, tout est simple, tout est mécanique, tout est apparent. Un petit détail, l'embrayage, eh bien, c'est un embrayage de camion assisté pneumatiquement, puis si l'embrayage tombe en panne, eh bien, il y a un levier qui permet de le manipuler à la main. C'est absolument étonnant, je voudrais dire, de simplicité. Et c'est ça que l'on aime. Et puis de l'autre côté, ce qu'aimaient les passagers, c'était plusieurs choses. Le premier, c'était un peu le silence. Le deuxième, c'était le confort de la suspension. Et puis le fait que lorsque les gens étaient à l'avant, eh bien, ils étaient à la place du conducteur et voyaient la voie défiler. Moi, je me souviens, étant étudiant, lorsqu'on prenait le Picasso et non pas les trains à vapeur, eh bien, on se précipitait pour être à place avant, puis bouffer des kilomètres de rails. Donc, le Picasso a révolutionné le transport ferroviaire dans les années 50 jusqu'en 88. C'est-à-dire, voilà un engin qui est resté en service pendant 38 ans sur la plupart des lignes de la SNCF. Et fort heureusement, près d'une 50aine d'engins ont été sauvés et conservés par des associations, dont celle-ci, qui est l'association Autorail Bourgogne-Franche-Comté, qui nous a permis d'effectuer ce petit voyage touristique entre Paris, le Tréport, aller et retour. Quand j'ai vu ces engins qui partaient normalement en ferraille, dans les années 82, on s'est dit que c'était pas possible de laisser partir au moins tous ces engins au cimetière. Ça se passait où? C'était au dépôt de Nevers. Au dépôt de Nevers, en septembre 82. C'était des engins qui étaient encore capables de vivre. Vous voyez bien, on a fait plus de kilomètres, enfin plus d'années en activité associative que la SNCF.
Donc, ce DVD est consacré aux autorails. Alors, un film et 4 bonus. Le film, vous allez voir, c'est un document étonnant et on les remercie. On le doit au service, je voudrais dire, au patrimoine historique de la Régie Renault, qui est l'usine de construction des autorails de Choisy. Et vous allez voir, c'est tout de même étonnant. Dans les années 50, il y avait un grand hall de montage analogue à celui où on construisait des Renault, des Dauphines, des 4 chevaux. Et bien là, à la chaîne, on construisait des autorails. 4 bonus. Premier bonus, c'est un bonus qui fait le tour du matériel de la SNCF, de tous les types d'autorails, depuis les plus anciens jusqu'au RGP. Deuxième bonus, les RTG, autrement dit les rames à très grand parcours, qui étaient un peu les équivalents des autorails de luxe beaucoup plus puissants. Troisième bonus, des idées d'avance, et oui, à la SNCF, on a expérimenté une locomotive à turbine à gaz, vous souvenez-vous? On cherchait quelque chose de nouveau. On a essayé la turbine, et ce qui a donné naissance d'ailleurs au TGV. Le premier TGV 001 était un TGV à turbine à gaz. Eh bien, on a essayé également une locomotive, la 040DG, qui est une locomotive à turbine à gaz. Et puis enfin, quatrième bonus à tout seigneur, tout honneur, eh bien, c'est le portrait d'un homme sympathique qui permet, comme bien d'autres, qui a permis de sauver cet autorail, c'est Guy Bachet. La Régie nationale des usines Renault, la plus importante des industries de construction automobile de France, qui emploie plus de 50 000 personnes dans ses forges, fonderies, ateliers d'usinage et lignes de montage, couvre à Billancourt, dans une boucle de la Seine, près de Paris, une superficie égale à celle de la ville de Chartres. Outre la production automobile, ces énormes moyens de fabrication mécanique alimentent l'usine de Choisy-le-Roi, spécialisée en matériel ferroviaire et particulièrement l'autorail. Sans insister sur la genèse de l'autorail moderne, on peut remarquer l'évolution rapide de cette technique qui proposa dès l'origine des solutions qui font le succès des engins actuels. Témoin, cet engin de 1932, utilisant une plaque de rotation destinée à retourner l'autorail en pleine voie. Cette technique, limitée aux autorails légers, ne peut être retenue pour des autorails plus longs et plus lourds, tel celui-ci, aménagé en 1933 pour les voyages présidentiels. Le type d'autorail ABJ a les dimensions imposées par les caractéristiques du réseau, gabarit et courbe. Le poids à vide de cet autorail est de 32 tonnes et en charge de 38 tonnes. La version présentée permet un chargement de 1500 kg de bagages et offre 76 places assises. Le moteur est un diesel Renault 12 cylindres en V, entièrement construit dans nos usines et développant une puissance de 300 chevaux. Assemblé sur un berceau, le moteur, l'embrayage, la boîte de vitesse, le renversement de marche et la descente de mouvement constituent un ensemble facilement amovible. Ce moteur est usiné à Billancourt dans des ateliers spéciaux où l'on utilise des machines ultra-modernes. Cette fraiseuse exécute 4 opérations simultanées sur le carter extérieur en aluminium. Les bielles exigent un usinage long et précis. La mise au poids doit se faire à 10 grammes près, pour un poids total de plus de 12 kilos. Le contrôle de la bielle avec différents calibres est particulièrement soigné. Puis, montées dans les pistons garnis de leurs segments, les bielles prennent place dans les chemises du groupe cylindre. Le vilebrequin
après estampage, reçoit sa forme et ses dimensions définitives par une série de 73 opérations d'usinage de haute précision. Toutes les portées du vilebrequin sont trempées électriquement à haute fréquence. Cette opération, dont le résultat est vérifié sur chaque portée, confère au vilebrequin une longévité élevée, lui permettant d'assurer un très important kilométrage. Périodiquement, on fait subir en laboratoire un examen macrographique sur une coupe du vilebrequin pour s'assurer de la constance des caractéristiques obtenues au cours du traitement thermique. Puis, le vilebrequin subit un revenu dans un bain d'huile à 200 degrés et un lavage méticuleux. Il passe ensuite à l'atelier de montage, où il est descendu sur le carter cylindre, préalablement muni des demi-coussinets de lignes d'arbre. Le montage se continue par opérations successives, constituant une chaîne comme dans les fabrications en très grande série. Le moteur, enfin terminé, passe au banc d'essai. Il y subit d'abord un rodage à 500 tours minute. Puis, sa vitesse est augmentée progressivement jusqu'au maximum de 1500 tours minute. Les spécialistes contrôlent la bonne exécution des performances. Le moteur est ensuite acheminé à l'usine de Choisy-le-Roi, consacrée au matériel ferroviaire. Cette usine, pourvue d'un outillage moderne, groupe sur 40 000 m², 400 ouvriers et 70 ingénieurs et techniciens. Tout comme dans la fabrication automobile, chaque organe est fabriqué dans un atelier spécialisé et subit contrôle et essai avant d'être envoyé au montage. C'est ainsi qu'on prépare dans l'atelier de charpente les différents éléments qui constitueront la carcasse. Des machines-outils de toutes sortes sont rassemblées là. Plieuses, tronçonneuses, molettes découpeuses, machines à oxycoupage, grignoteuses, machine à souder par points. Elles travaillent à réaliser les sous-ensembles qui, transportés dans le hall de montage, y sont assemblés par rivetage ou soudage. Tout d'abord, les deux flancs, constitués par deux poutres en treillis qui supportent la charge de la voiture. Ces deux poutres sont réunies en bas par les traverses supports de bogies et les armatures de plancher, en haut par les arceaux de toiture, aux extrémités par des profils aérodynamiques. Toutes ces opérations se font au stade successif d'un véritable travail en chaîne, analogue au procédé de grande série de l'industrie automobile. Seule méthode alliant l'exécution rapide et le rendement optimum au contrôle le plus efficace. Le cadre des fenêtres est posé et le plancher est garni de matière isolante. Pendant que s'achève cette première partie du montage, l'atelier de tôlerie prépare les différents éléments qui lui incombent, tels que le planage des tôles de revêtement extérieur, et le formage des jupes. Les emboutis plus complexes sont finis à la meule portative.
Cette simplicité de conception, qui fait supporter toute la charge par la charpente, permet de choisir pour le revêtement des alliages d'aluminium, réunissant les deux qualités fondamentales de légèreté et de résistance à la corrosion. Sur la chaîne, le toit de notre véhicule se forme peu à peu par éléments successifs, fixés provisoirement par des sangles, puis rivés. Il existe une variante pour les pays chauds, dans laquelle un double toit avec circulation d'air intermédiaire vient contribuer à la climatisation, entretenue d'autre part par des ventilateurs à deux régimes. Enfin, les panneaux extérieurs de revêtement latéral, provenant de l'atelier de tôlerie, prennent leur place définitive. Ils sont liés à la carcasse par leurs bords verticaux, traversés par de longues tiges dont la fixation élastique permet aux tôles extérieures de se dilater librement, indépendamment de la charpente. Les électriciens entrent en jeu à leur tour et commencent à poser les quelques 4000 mètres de câbles que comporte l'équipement électrique avec ses deux cabines de conduite conjuguées permettant la marche dans les deux sens. L'installation se complète par la pose du panneautage intérieur, l'assemblage des flancs de la toiture, et la mise en place des accessoires. Nous retrouvons ici l'emploi intensif des alliages légers, ou bien, au gré du client, la solution très moderne des revêtements en panneaux synthétiques offrant des qualités inégalées de présentation et d'inaltérabilité. À ce stade de la construction, toute la partie carrosserie est terminée. Il reste à monter les commandes électropneumatiques et la partie motrice. Dans la section électricité, se poursuit le montage minutieux des armoires à contacteurs et des pupitres de commande. Ils vont à leur tour prendre place dans chaque extrémité de la voiture. Les électriciens procèdent aux connexions, tandis que les mécaniciens introduisent par l'avant du véhicule le groupe de propulsion. Sur le moteur arrivé de Billancourt est venu se fixer soit une boîte à 4 vitesses avec embrayage classique ou coupleur hydraulique, soit dans une version différente, une transmission hydraulique. L'opération de montage, qui semble délicate, s'exécute néanmoins aisément grâce à la disposition judicieuse des panneaux démontables, dont la présence facilitera par ailleurs toutes les réparations éventuelles. Le groupe est installé et la physionomie de notre véhicule, une fois posés les panneaux démontables, est maintenant complète. Il passera encore dans une cabine de peinture climatisée où il sera habillé au goût du client par des couches successives de vernis cellulosique. Dans une dernière opération, l'autorail, qui jusque-là reposait sur les chariots de la chaîne de montage, sera soulevé par deux ponts roulants et descendu sur ses bogies. Pour cet organe vital que constitue le bogie, un atelier spécial a été réservé. On y exécute l'assemblage du châssis par soudure et rivetage. L'usinage est réalisé sur des alaiseuses à grande capacité. On monte en chaîne tous les éléments
et spécialement les essieux moteurs. Les pignons de transmission sont soumis à un rodage préalable au banc. Notre autorail est maintenant bien près de prendre son essor. Il doit toutefois, avant sa réception sur le rail, satisfaire aux sévères conditions d'un essai au point fixe, où il est poussé au maximum de ses possibilités par les metteurs au point. Les contrôleurs se livrent à une dernière vérification systématique de tout l'ensemble. L'aménagement intérieur est réalisé suivant les nécessités de l'exploitation et les désirs de l'utilisateur. Revêtements intérieurs en tôle d'aluminium peinte ou en matière plastique, possibilité d'adjoindre un bar, tout est réalisable. Ainsi, passer de section en section à toutes les étapes d'une chaîne rigoureusement synchronisée, chaque semaine, un nouvel autorail franchit les portes de l'usine. Cependant, la régie Renault construit également des autorails d'autres types, tels cet autorail 300 chevaux, type unifié SNCF, et peut réaliser la construction de tout autre type de matériel qui lui serait demandé. L'utilisation des autorails ABJ se prête à de nombreuses combinaisons. En effet, suivant les nécessités du moment, on peut assurer le service soit par un autorail seul, soit par deux autorails encadrant une remorque, cette remorque étant d'ailleurs souvent remplacée jusqu'ici par un wagon ordinaire muni de conduite blanche. Deux autorails peuvent également être couplés. Dans ce cas, un seul mécanicien conduit la rame. Le remplacement des trains à vapeur par des autorails sur les lignes à faible trafic a d'autre part permis d'augmenter la fréquence des services et la vitesse commerciale, amenant ainsi de nouveaux clients. Cet afflux de voyageurs a même parfois justifié le maintien de certaines lignes. Suivant les conditions imposées par le profil de la ligne et le nombre d'arrêts nécessaires au service, la vitesse maximum des autorails ABJ peut être limitée entre 80 et 132 km/h. On a donc le choix entre des vitesses élevées sur de longs parcours à faible rente, des accélérations rapides sur des parcours à nombreux arrêts ou des vitesses moyennes intéressantes sur des parcours accidentés. Ainsi, cette technique, qui depuis 30 ans a transformé dans bien des cas la vie de nombreux villages français, a dépassé rapidement les frontières de notre pays. Et la Régie nationale des usines Renault, en particulier, a participé largement à l'équipement en autorail de ce type de nombreux réseaux d'outre-mer ou étrangers. Plusieurs dizaines de ces véhicules ont été embarqués pour une destination lointaine. À l'heure actuelle, 700 autorails diesel sortis des usines de la Régie nationale des usines Renault parcourent chaque mois dans le monde plus de 5 millions de kilomètres.
élégante chenille habillée de couleurs tendres et parée de chrome qui se faufile allègrement à travers la campagne est le dernier né de la grande famille des autorails. C'est la rame à grand parcours. Ses caractéristiques, confort, vitesse et régularité sont fort appréciées, surtout pendant les longs trajets, par les voyageurs soucieux de s'éviter toute fatigue inutile. Ces trains automoteurs de conception et de fabrication française sont susceptibles d'assurer certaines grandes relations transversales comme Lyon-Bordeaux, mais aussi de rayonner avec une vitesse commerciale élevée vers les grands centres desservis par le rail. Le squelette de ce nouveau conquérant du rail est entièrement en acier. Il est formé de différentes membrures soudées entre elles, dont la plupart, évidées, diminuent le poids sans en réduire la résistance. Il sera ensuite revêtu d'un tôlage en acier également soudé et parfaitement dressé avant de recevoir son habillage de métal. Chaque autorail est muni de 2 moteurs diesel de 300 chevaux Renault à 12 cylindres en V qui déjà ont fait leurs preuves. Formant un bloc avec l'embrayage et le moteur, la boîte de vitesse a 4 démultiplications, dont 3 synchronisées, et des engrenages toujours en prise. Ce cœur aux puissantes pulsations, monté sur berceau rigide, va prendre place dans le corps métallique et lui donner la vie. Muni de ses organes moteurs, l'autorail va maintenant recevoir 2 éléments essentiels, ses bogies. Ceux-ci sont composés d'un châssis en acier qui repose, par des ressorts en hélice, sur les boîtes d'essieu. Ces derniers sont équipés de roues monobloc. Le système de ressort, cependant judicieusement étudié, est corrigé par les amortisseurs afin d'obtenir le maximum de douceur et de stabilité dans la suspension. Terminé, l'autorail quitte l'atelier du constructeur qui l'a vu naître pour aller chercher celle qui sera désormais sa compagne sur les routes d'acier, la remorque. Cérémonie toute simple d'un mariage où la technique avait prêté ses équations et ses formules à la publication des bancs. Pas d'incompatibilité, les 2 conjoints sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ces prises de courant grande échelle assurent la liaison des circuits électriques qui permettront de commander les moteurs de l'élément de traction depuis la cabine de conduite installée à l'extrémité de la remorque, autorisant ainsi la marche réversible. Des panneaux vont masquer l'attelage et le soufflet, permettant le cas échéant l'accouplement et la communication avec d'autres véhicules identiques. Nul doute que l'on puisse, avec cette technique, former un train en génération spontanée. Le numéro d'immatriculation, c'est la consécration, l'état civil et le droit d'entrer dans la vie du rail. Comme tout le monde, la rame à grand parcours a des ancêtres. Sans remonter trop loin dans le temps, voici en 1929 un autorail Renault équipé d'un moteur à essence de 110 chevaux. En 1931, l'ancien réseau de l'État met en service cet engin de 80 chevaux. 1932 voit circuler les autorails Michelin sur pneumatique. Le premier Renault VH avec son moteur diesel de 220 chevaux circule en 1933, tandis qu'apparaît le 2 Dietrich de 210 chevaux. 2 ans plus tard, en 1935, sortent simultanément des Renault 300 chevaux et des Bugatti de 400 chevaux pouvant atteindre 140 km/h. L'autorail Michelin de 400 chevaux monté sur pneus fait son apparition en 1936, en même temps que le standard de 530 chevaux. En 1945, les 2 Coville de 600 chevaux à transmission électrique roulent sur nos voies. 1950 voit la naissance de l'autorail SNCF unifié de 300 chevaux et de 600 chevaux, dont la silhouette nous est maintenant familière. Enfin, le dernier descendant de cet arbre généalogique, instruit de l'expérience de plusieurs dizaines d'années, va aujourd'hui faire ses premières armes sur le parcours Lyon-Bordeaux. Ce trajet, pittoresque certes, à travers le Massif central, est rempli d'embûches. Mais les fortes rampes à gravir et les courbes à faible rayon sans cesse renouvelées n'auront pas raison de l'irrésistible et calme puissance de ces 600 chevaux.
Sur le poste de conduite, on attend le rush du départ tandis que les moteurs tournent au ralenti. En route, première vitesse. Des servomoteurs, mus par l'intermédiaire de l'électricité et de l'air comprimé, agissent par la volonté du conducteur sur les boîtes de vitesse et les embrayages des deux groupes moteurs. La première est enclenchée. Le servomoteur embraye lentement et, sans heurts, la rame démarre doucement. Le premier train Lyon-Bordeaux, assuré par rame à moteur diesel pour grand parcours, quitte la capitale de la soie. Les moteurs ont atteint leur régime. 1500 tours, 30 km à l'heure au flamand. C'est le moment de passer la seconde. Comme le ferait un automobiliste appuyant sur la pédale de sa voiture, le double débrayage est effectué. Mais ici, il l'est automatiquement grâce au servomoteur. À la vitesse de 50 km à l'heure, moteur à plein régime, on passe la troisième. Enfin, à 90, on enclenche la prise directe. Il n'y a pas 4 minutes qu'on a quitté Lyon-Perrache. Le 100 est bientôt atteint et après avoir parcouru environ 8 km en palier, l'aiguille de l'indicateur de vitesse marque 120. Dans les voitures, les voyageurs s'organisent pour le voyage dans une ambiance claire, aux couleurs douces et reposantes. Les sièges, garnis de tissus spécialement créés, s'harmonisent avec cet ensemble confortable et parfaitement étudié pour le bien-être de tous. Si en été vous avez trop chaud, madame, orientez vers vous le diffuseur individuel mis à votre disposition et vous serez à votre gré enveloppé d'air frais. D'une façon générale, un système de climatisation permet en été une ventilation abondante, donnant la même impression de rafraîchissement qu'avec les fenêtres ouvertes, sans en avoir les inconvénients, et en hiver, par distribution d'air chaud, de maintenir une température constante de 20 degrés. L'air, constamment renouvelé par des aspirateurs, permet aux fumeurs impénitents de sacrifier à Nico, sans pour cela incommoder le moins du monde leurs voisins. C'est l'heure du déjeuner. Le maître d'hôtel vient disposer pour le repas les tables escamotables qui, réduites à leur plus simple expression dans leur gaine, sont sorties rapidement de celles-ci et mises en place. Tandis que dans la cuisine claire et relativement spacieuse, le chef s'affaire auprès de ses fourneaux, les voyageurs se préparent à déjeuner. Transition toujours agréable d'un voyage, le repas n'est ici nullement troublé par des bruits parasites, grâce à la parfaite insonorisation des voitures et leur stabilité pourtant éprouvée sur ces voies sinueuses permet un service rapide, évitant aussi les petits incidents toujours désagréables dus à la capricieuse consistance des liquides. Poursuivant son voyage, la rame à grand parcours offre aux voyageurs sensibles aux beautés de la nature un spectacle de paysage sur le grand écran panoramique de ses larges baies vitrées. Après le déjeuner, comme chez soi, madame, reprenant son éternel tricot, écoute distraitement son fils parlant sport et cinéma, tandis que monsieur se laisse aller aux douceurs de la sieste. Pendant que cette élégante voyageuse effectue un délicat travail de vernissage, non loin, et indifférent à tout ce qui les entoure, deux hommes d'affaires discutent et prennent des notes en toute quiétude, grâce à la suspension particulièrement soignée des voitures, qui élimine les trépidations verticales et le mouvement latéral de lacet. Ces avantages appréciables permettent aux usagers de lire sans fatigue ou de se livrer sans plus l'attention que dans un fauteuil de salon à de subtils ouvrages de dames.
L'éclairage intérieur, assuré par des tubes fluorescents, évite tout éblouissement. Pour les parcours de nuit, le voyageur souffrant d'insomnie dispose d'une lampe individuelle qui lui permettra, en l'absence de l'éclairage général, de continuer une lecture sans pour cela gêner le sommeil de son voisin immédiat. Le voyage se termine. Dans les toilettes, largement éclairées et de sobre confort, Madame procède à l'inévitable raccord et au lavage de ses mains souillées d'une toute illusoire poussière. Et puis vous, messieurs, afin d'arriver frais et roses, vous disposez d'une prise de courant pour votre rasoir électrique. Encore quelques kilomètres et la rame à grand parcours va atteindre son terminus, Bordeaux. De son poste, le chef de train annonce au micro. Allô, allô. Mesdames et messieurs, nous allons arriver au terminus. Préparez-vous à descendre, s'il vous plaît. Après avoir desservi les grandes villes échelonnées sur son parcours tourmenté, dont certaines zones lui ont imposé des limites de vitesse en raison des courbes serrées, l'autorail, ayant pourtant respecté les horaires grâce à la maestria de son conducteur, arrive à destination. Et les voyageurs, en le quittant, pourront ainsi résumer leur agréable aventure en citant le premier vers d'un air célèbre. Nous avons fait un beau voyage. Sur les voyageurs qui prenaient le turbotrain, il faut noter que 40% ont déclaré qu'ils auraient pu choisir un autre mode de transport, et notamment l'automobile, mais qu'ils ont préféré prendre le turbotrain. Et chose également très encourageante, c'est que 86% des voyageurs nous ont déclaré qu'ils reprendraient le turbotrain pour leur prochain voyage. À l'assaut des transversales Lyon-Strasbourg, Lyon-Nantes et Lyon-Bordeaux, le turbotrain RTG. Rame à turbine à gaz, première et deuxième classe, grand confort. C'est la technique aviation, point de vue restauration. Oui, on vous a expliqué exactement. cela. Ah, oui, j'ai passé peu d'avion pour voir la différence. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment... Vous avez vu comment sont réchauffés les plats, comment c'est servi, puis je crois que c'est un cadre qui est assez agréable. C'est très, très bien. Deux rames semblables ont été livrées à l'Amtrak aux États-Unis. Elles sont de couleurs différentes, je ne sais pas si vous les avez vues circuler. Elles sont blanches avec des raies bleues et rouges, voyez-vous, et elles ont été embarquées dernièrement. Les Américains veulent essayer ce matériel. Et je crois qu'ils peuvent être... Oui, oui, on a de bonnes chances de le vendre aux États-Unis.
conçue spécialement pour le matériel ferroviaire, unique en son genre, la soufflerie de Saint-Cyr. La SNCF a fait construire cette soufflerie pour étudier les différents problèmes d'aérodynamique qui se posent à ces trains rapides. Et cette soufflerie a de particulier qu'elle a une veine très longue qui fait 15 mètres, ce qui permet d'étudier des trains assez longs. Les autres souffleries ne se prétendent pas tellement à ce genre de maquettes, puisque les maquettes d'avions sont beaucoup plus compactes. Alors là, on peut étudier des problèmes de résistance à l'avancement en faisant des mesures de pesée d'éléments, des problèmes de visualisation, des problèmes de pollution, des turbotrains, etc. Enfin, tous les problèmes d'aérodynamique qui peuvent être résolus sur maquette. Ici, on a un TGV à l'échelle 1/20. On peut le mettre dans la configuration 10 voitures, il tient très bien dans la veine. Après le laboratoire, le terrain. Dans les Landes, entre Bordeaux et Bayonne, à plus de 300 km/h, TGV, turbotrain expérimental, croise sa propre maquette. Rencontre qui préfigure l'avenir. Cette locomotive de 1000 chevaux, mue par une turbine à gaz, est la première au monde de son espèce. Elle se distingue par deux particularités. C'est d'abord l'emploi d'un générateur à piston libre pour la production des gaz chauds comprimés alimentant la turbine, et ensuite la transmission directe et mécanique de la puissance de la turbine aux 4 essieux moteurs. Le conducteur est maître de l'effort de la machine en agissant uniquement sur une manette qui règle la quantité de combustible injectée dans le générateur. Pendant que nous sommes à l'intérieur de ce nouveau conquérant du rail, profitons-en pour donner quelques sommaires indications techniques. Le générateur à piston libre, qui consomme du fuel léger, moins coûteux que le gasoil utilisé sur les locomotives à moteur diesel, fonctionne comme celui-ci à 2 temps, suralimenté, à cylindres opposés. Des cylindres matelas d'air tiennent lieu de volant. Les gaz d'échappement du générateur, envoyés dans la turbine à une pression allant jusqu'à 3,5 kg au centimètre carré et portés à une température de 450 degrés, sont parfaitement supportés par la turbine. Les caractéristiques de la turbine sont telles que son effort varie à peu près du simple au quadruple lorsque sa vitesse passe du maximum à 0. De ce fait, on a pu se dispenser d'un changement de vitesse manœuvrable en marche. Le réducteur comporte toutefois 2 démultiplications, interchangeables à l'arrêt, qui permettent d'obtenir 2 gammes de vitesse, 74 et 125 km/h. La 040 GA1 possède d'efficaces dispositifs de sécurité sur les freins du train, sur sa turbine et sur la commande de son générateur. Ces diverses sécurités prévues agissent immédiatement en cas de survitesse de la turbine. Gabriel Bachet est un cheminot, un vrai. Il a conduit tout type d'engin. Et aujourd'hui, il est dans une association étonnante. Gabi, on vous appelle Gabi. En fait, votre prénom c'est Gabriel. Pourquoi cette passion pour le Picasso? Parce qu'il y a bien d'autres engins à la SNCF. Oui, mais enfin, c'est un engin passe-partout. C'est le chemin de fer de nos campagnes. C'est la France profonde, en fin de compte. C'est vrai. Comment vous est venue l'idée de participer au sauvetage? Parce que vous l'avez sauvé de la ferraille. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'était en 82. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'autorails qui partaient à la ferraille, donc on s'est dit c'est pas possible que tous finissent
finisse comme ça. Donc avec quelques copains, on a pris de l'argent dans notre porte-monnaie et on a essayé de le sauver. Donc vous l'avez acheté à la SNCF? Tout à fait. 16 500 francs. Ce n'est pas une somme énorme pour 30 tonnes de ferraille, mais le problème c'est qu'il n'était plus autorisé à circuler sur les lignes de la SNCF. Donc après, il y a tout un processus d'agrément de l'engin, de mise aux normes pour qu'il puisse rouler. Donc à partir de 85, on a commencé à rouler sur des petites lignes. Qui est dans votre association qui s'appelle les Autorails de Bourgogne et de Franche-Comté? Essentiellement des gens de la région, si vous voulez, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Mais des gens de toute origine, pas spécialement des cheminots. Il y a un petit nœud de cheminots, ça facilite grandement les choses. Mais autrement, c'est des gens, on a des avocats, on a des ingénieurs, on a on a un conducteur instituteur. Donc, il y a Alain Prat qui est maquettiste. Enfin, ça c'est. J'ai l'impression que c'est une bande de copains d'abord. C'est le but de l'opération, enfin. L'autorail, ça fédère un petit peu l'équipe. Vous avez. Combien ça coûte pour une association, l'entretien? Parce que le problème, c'est la maintenance. Combien ça consomme d'abord? Donnez-nous. De toute façon, un autorail comme ça, on calcule à peu près 50 litres au 100. Parce que c'est des moteurs qui sont relativement gourmands quand même, parce qu'un moteur comme ça maintenant, ça consommerait beaucoup moins. Mais c'est rien, 50 litres au 100, c'est le poids d'un camion, 30 tonnes, pour transporter 60 personnes. Oui, mais en ferroviaire, on consomme déjà beaucoup moins, systématiquement, avec les roulements. Mais autrement, on a une capacité de 400 litres, donc une autonomie de 800 km. Ce qui vous permet de faire du tourisme ferroviaire et de grands voyages. Ah oui, tout à fait. Et puis quand on fait des très grands voyages, on emmène 2-3 jerrycans en plus, comme ça nous permet d'augmenter l'autonomie. Dans votre association, vous n'allez pas en rester là, ça marche. Et fort heureusement, ça marche très bien. Ah bah tout à fait, mais le problème c'est franchir le pas d'avoir un autre engin. Il n'y a, à mon avis, pas d'engin équivalent du Picasso, point de vue maintenance. C'est l'engin le plus facile à maintenir. Donc dès qu'on aura un engin plus compliqué, ça pose beaucoup plus de problèmes techniques qu'on n'est peut-être pas obligé de pouvoir résoudre. Comment vous trouvez les conducteurs? Il n'y en a plus de conducteurs de Picasso. On les forme. On a eu des conducteurs de TGV qui se sont mis à conduire le Picasso. C'est un bond en arrière. Bon, c'était sympa. Mais c'est ça, c'est ce côté sympathique de l'opération. C'est l'ambiance à bord. C'est ça qui fait venir les gens. Que faisiez-vous avant, Gaby? Quel est votre métier? À l'origine, je suis conducteur de locomotive, mais pas d'autorail, ce qui est étonnant. Mais bon, à Dijon, il n'y avait pas de dépôt autorail. C'est normal que je ne sois pas formé. Autrement, j'ai des conducteurs de locomotives électriques et diesel. Et là, vous êtes à la retraite maintenant? Ça fait 9 ans. Et votre vie maintenant, c'est l'association, c'est le saut? C'est l'association, c'est aussi, depuis que je suis en retraite, je commence à faire des bouquins sur le chemin de fer, bien entendu. Autrement, je suis comme Alain, je fais du modélisme ferroviaire, je fais de la photo, on fait des balades, on s'occupe. De toute façon, on n'a pas le temps de voir venir. C'est vraiment votre vie, le chemin de fer, vous ne le quitterez pas. Je suis né d'une famille de cheminots. Les autres frangins sont cheminots. Comme ça. Vous êtes heureux? Ah bah tout à fait. Et ce Picasso, c'est un rêve finalement, vous avez réalisé? Bon, au départ, on n'y pensait pas. De toute façon, c'est venu comme ça. En fin de compte. On s'est aperçu que l'engin méritait qu'on le mette de côté, qu'on le préserve, qu'on s'en occupe. Et puis heureusement qu'on a trouvé quand même des collègues pour faire ça, parce que de toute façon, tout seul, on ne peut rien faire. Mais là, vous avez réussi parce que vous avez fait école et d'autres autorails ont été sauvés. Ah ben tout à fait. Il n'y en a pas beaucoup, hein, par contre. C'est très difficile à pouvoir maintenir un engin et pouvoir rouler sur le réseau SNCF. Puisque sur la France, par exemple, des autorails comme celle-ci, on n'est que 3. C'est normal, hein, c'est strict.